Bernard Grobellet est vice-président de Pan-Europe France et il est président du Club Nouveau Siècle. Alors Bernard, la parole est à toi. Je m'en sors bien parce que quand j'ai vu que c'était marqué 14h45 fin, je viens d'apprendre que j'avais quand même droit à 10 minutes. Alors, Oui, je vais un peu synthétiser ce que je voulais dire et puis je transmettrai à Eric la version, une version fichier. D'abord, je voudrais tous vous saluer parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Et chaque fois que je retrouve Alain, c'est trop rarement, mais c'est chaque fois avec la même joie, parce qu'il m'a beaucoup appris, en particulier en matière d'Europe, en particulier du gaullisme, en matière d'engagement. Eric, c'est un ancien de Nouveau Siècle aussi, hein, et on voit le chemin qu'il a fait. Et puis j'ai aussi des autres anciens Nouveau Siècle là, Jérémy, qui nous a fait un excellent euh, approche ce matin sur les aspects liés à la à l'approche carbone. Et puis, on en a un autre qui est absent, qui est Gérard Garrigue, qui anime ta délégation d'Occitanie, sans oublier, bien sûr, Théo et son épouse. Alors, le texte que je vais t'envoyer, je l'avais intitulé La question de la construction de l'Union européenne, toujours posée, toujours résolue. Tout simplement parce que pour moi, il faut avoir une démarche interrogative, autrement on n'arrive à rien. Et c'est bien une manière d'approche de Pan-Europe d'être un petit peu l'approche interrogative pour ceux qui nous gouvernent. Alors je partais d'une exclamation, l'Europe, 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 à partir de l'exclamation du général qui a fait Flores pour faire un rapide rappel historique. Alors, il faut quand même se rappeler que le premier projet européen date du début de notre ère, avec la construction de l'Empire romain autour de la Mare Nostrum, qui a connu son apogée au IIe siècle avec le siècle dit des Antonins. C'était un Euromède avant l'ère, qui s'étendait alors de l'Écosse à la Libye, de la péninsule hispanique à l'Anatolie. Alors ensuite, bien assis sur le mythe de totem et tabou, survint sur ses cendres le Moyen Âge avec l'empire de Charlemagne, qui rassemblait les États de l'Europe de l'Ouest et centrale, et à sa mort, ses héritiers, en fait, ses trois petits-fils, se partageaient à l'empire en 843, au traité de Verdun. Euh, à la suite, cette nouvelle donne, on va dire, va se perpétuer à travers les siècles, à travers deux grands pôles qui vont résulter de ce partage de 843, le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Vous savez que les descendants de Louis germanique et de Lothaire ont été rassemblés par ce dernier. Alors, ceci va suivre pendant des siècles et des siècles, avec évidemment deux contre-exemples, l'Angleterre qui restait sur son île et l'Empire russe qui émergea pendant ce temps-là. Et rapidement aussi, le XXe siècle fut un siècle terrible pour l'Europe avec les conflits mondiaux, et en particulier qui débouchèrent sur de nouveaux équilibres, en particulier après la guerre de 39-45 et les accords de Yalta qui avaient été signés par les vainqueurs autoproclamés du conflit entre le 4 et le 11 février 45 et qui rassemblaient donc les États-Unis, l'URSS, le général aurait dit la Russie, et, et l'Angleterre. À la suite, les choses étant ce qu'elles sont, le général de Gaulle avait passionnément voulu que Paris soit la capitale des négociations entre l'Est et l'Ouest. Son œuvre fut poursuivie par ses successeurs, et c'est ainsi que c'est à Paris, en novembre 1990, que se tint la conférence qui entérinait la fin de la guerre froide, qui, pour citer une disparue récente, mais qui a une grande référence chez nous, Hélène Carrère d'Ancos, cette conférence sera l'acte de naissance de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, d'un espace continu que ne diffuse plus aucun rideau de fer, de même que Berlin n'est plus séparé par un. Pour clore ce rapide rappel historique, un triple constat. Les États qui prospèrent dans l'Europe ne sont que des pièces d'un puzzle qui doit faire face aux énormes pavés
que sont les États-Unis d'Amérique et les BRICS, qui eux grossissent et s'étendent à vue d'œil. Cette Europe, vue de mon enfance, représentait 300 et quelques millions d'habitants, 350, et qui maintenant atteint 450 millions, mais 450 millions, elle végète, elle ne croît plus, la population est vieillissante et le maintien est dû aux apports qui viennent d'outre ces frontières. On remarquera que pendant cette même période, l'Afrique a vu sa puissance démographique passer de 300 millions, pareil à l'époque de mon enfance, à 1,3 milliard aujourd'hui, avec des projections pour 2050 de 2,5 milliards. Nul doute que le monde change. Il reste à l'Europe de prendre conscience de cette nouvelle donne. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Et lors des élections européennes, comme l'ont rappelé les représentants aussi bien de la Croatie, de la Roumanie, que ce matin notre expert du Conseil économique et social, il faut, lors des élections européennes de 2024, que le peuple se mobilise, que les citoyens européens, comme tu viens de le dire, votent, fassent voter et surtout votent pour le projet européen. Si on végète avec moins de 50%, c'est que le projet est en panne. Alors, car le paradoxe de l'Union européenne, à mon sens, est qu'il existe sans exister véritablement. Sa construction fait toujours l'objet de débats. Je vais simplifier. L'Union européenne existe. Oui, elle s'est dotée d'une constitution. On ne dira pas comment. On va pas revenir sur le passé trouble. Et elle a une vingtaine de ces 27 pays qui partagent une monnaie unique. Il y a 5 manquants dans nos amis roumains qui ne remplissent pas les critères. Mais parallèlement à cette volonté de construction indéniable, qui avance lentement, on va dire sûrement, j'espère, l'Union européenne n'existe pas, comme en témoigne la fameuse phrase utilisée en 1970 par Henry Kissinger, qui était ancien secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, et qui avait dit, pour marquer le manque de cohésion et de visibilité de l'Europe, l'Europe, quel numéro de téléphone? Vous observerez que ça n'a pas beaucoup changé. Seuls deux scénarios expriment un point de vue clair sur l'Union européenne, le scénario du fédéralisme et celui du souverainisme. Alors, je vais raccourcir volontairement le propos, parce que ça, vous le savez a priori, seulement pour arriver à la conclusion que je voulais donner, ce petit paragraphe-là, que le fédéralisme qui nie les frontières et l'identité des peuples et le souverainisme qui prône un repliement identitaire et le retour des frontières sont pour nous des impasses. Nous devons construire une Europe des nations en abandonnant, ou en tout cas un tel temps très prudent, sur 3 idées. La mise en projet à court ou moyen terme d'une Europe qui se construirait de l'Atlantique à l'Oural, il ne faut pas écarter cette idée, c'est une idée d'avenir. Il est vrai qu'avec le conflit interne en Europe entre Russes et Ukrainiens, tous les deux issus de l'Empire russe, ça ne peut être que pour le moment un vœu pieux pour le futur. Mais il faut le garder présent parce qu'on n'existera pas par rapport au reste du monde sans que l'Europe entière soit unie. Peut-être nos petits-enfants le verront, mon cher Alain. Deuxième illusion, qu'il n'existe qu'un moteur, le coup franco-allemand. C'est un moteur, il est indéniable, quand un défenseur ardent convaincu, et tu m'as convaincu, mais ce n'est pas le seul moteur pour cette Europe. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'entre nos amis allemands, avec un petit ou un plutôt ou un grand, suivant les périodes de l'histoire, depuis 1963, les divergences sont grandes. En 1963, le Bundestag, dès après le traité de l'Élysée, faisait libre cours à son désir du lien transatlantique. On se rappelle
sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la difficulté énorme qu'il a fait pour réussir à faire intégrer la Grèce dans l'Europe. Vous vous rappelez sa phrase de Giscard, on ne laisse pas Platon à la porte de l'Europe. On se rappelle des époques quand cela c'était Merkel et Mitterrand qui étaient au pouvoir, les époques de la réunification allemande et de la guerre en Yougoslavie. On ne peut pas dire qu'on parlait d'une même voix. Ensuite, dans l'époque où c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République, on se rappelle que les velléités du président Sarkozy de développer l'Union pour la Méditerranée, mon clin d'œil du départ, n'étaient pas pris d'un bon œil par nos amis allemands. Et puis, pour arrêter sur ce chapitre-là, les décisions allemandes en matière de défense. Ils achètent du matériel américain, que je sache. C'est quand même un comble. Et puis en matière d'énergie, où ils ont tout fait pour sabrer notre nucléaire. Et avec l'aide des écologistes, sans oublier les pétroliers, ils ont réussi presque à avoir gain de cause. Je m'aperçois que j'ai plus que 3 minutes. Et la troisième illusion à faire attention, c'est qu'il ne suffira pas d'un élargissement ultralibéral encore à d'autres pays pour arriver à affermir l'Europe. L'âme de l'Union européenne est libérale, elle n'est pas socialiste, mais c'est un libéralisme, pour nous un régularisme régulé par la puissance publique qui cherchera à corriger les inégalités de revenus entre les populations. Alors, il me faut conclure, 2 minutes, ça va être acceptable. Si le fondement économique de l'Europe était l'établissement d'une monnaie unique, il était dressé. Alors il faut bien admettre que l'Europe politiquement et culturellement homogène n'existe pas. Comme il est difficile de construire une Europe puissance disposant d'une force militaire commune, l'exil de l'Europe en tant que nouvel ordre mondial n'existera que lorsqu'elle présentera une politique étrangère parlant d'une même voix et s'appuyant sur une force militaire unique, indépendante. Les expériences qu'on vit avec la crise en Ukraine montrent très bien qu'on est totalement dépendant de nos amis, je le dis, ma première femme était américaine, de nos amis américains. Et surtout en sachant différencier les menaces et les opportunités, les amis, les concurrents et adversaires pour un bien commun, la paix, la croissance et le vivre ensemble. Le mot de la fin, la France ne peut pas prétendre redevenir la première au monde. Ça, on en est tous persuadés aujourd'hui. Dans quelques années, on représentera sur les 7 ou 8 milliards d'habitants de la population de la planète, nous ne serons plus que 80 ou 85 millions, sans oublier que là-dedans, même si nos compatriotes refusent de l'admettre, il y en aura bientôt une forte minorité qui seront issus d'outre nos frontières. Le monde est devenu multipolaire, instable et dangereux, ce qui doit nous éloigner de tout euroscepticisme, croire à l'euro, sans prétendre dominer le monde à travers l'Europe. L'Union européenne est le seul moyen de ne pas se laisser dominer par l'Amérique ou l'Asie, sous l'œil d'un Moyen-Orient inquisiteur, en présence d'une Afrique en voie d'explosion. Je vous remercie. Merci Bernard, merci pour cette magnifique exposé.